Nous, on est dans le pratique et on essaye de combler une carence par rapport au fait que beaucoup des startups, des entreprises assez importantes, en fait, ont très peu d'outils pour tenter de développer et de réguler leur manière de faire autour de l'IA. Et moi aussi, j'ai un point de vue très généraliste, pas uniquement l'IA, mais le numérique de manière générale. Et c'est pour ça que mercredi dernier, donc, on a fait cette activité-là au Cyrano où on voulait proposer un modèle pour les gens qui veulent développer de l'IA, identifier un certain nombre de règles à suivre, tenter de les concrétiser un petit peu dans la mesure du possible. Et évidemment, pour fin de commentaires, de critiques, si jamais c'est un document martyr, c'est un document que l'on veut se voir critiquer. D'ailleurs, sur le site de la chaire, où il est notamment disponible, ce modèle-là qui fait une centaine de pages avec une index qui s'en vient légèrement plus longue, c'est ça la difficulté. On veut recevoir des critiques. Donc, c'est vraiment un document que l'on présente à la communauté pour fin de critique. Alors, 2 points dans cette présentation. La première, je vais la faire où on va expliquer la raison d'être de ce document-là et Nicolas Aubin, qui est effectivement un avocat que j'ai le plaisir de diriger dans le cadre de son programme, dans le programme de son mémoire de maîtrise, qui a fait un travail remarquable sur ce projet, qui présentera un petit peu vitement le contenu de ce modèle. Alors, le pourquoi rapidement, on parle d'IA, on parle de plus en plus de tenter d'encadrer ces manières de faire de manière, je dirais, au-delà des principes éthiques. Et comment on fait? Et pour être, en fait, je regarde juste si je veux juste m'assurer qu'il y a des questions qui me sont posées, mais elles ne sont pas pour moi. J'espère que… Oui, non, ça va. Donc, comment on fait pour répondre à ce besoin de davantage de régulation, davantage de droits? Ben, c'est l'objet de ce projet. Et je voudrais partir justement du droit et d'un texte concret qui a été adopté au Québec le 21 septembre dernier, qu'on appelait par son joli nom de projet de loi 64, mais c'est un texte qui est venu modifier les 2 grandes lois qui existent au Québec uniquement en matière de vie privée. Et ce texte-là traite un tout petit peu dans différentes sections, différents articles de cette loi de l'IA, mais de manière excessivement minimaliste. Alors, je vais vous donner quelques exemples vitement tracés. On dit simplement, en matière d'IA, quand il y a un système de décision automatisé, il faut informer l'usager, ce qui est une hérésie, en fait. C'est bien beau d'informer l'usager, mais l'usager n'est pas très bien armé pour comprendre les tenants et les aboutissants d'un tel outil. Donc, il y a une sorte de beauté en touche qui se trouve à différents égards. Et par exemple, quand on a des données personnelles qui vont être communiquées à l'extérieur, ben, il faut une entente écrite qui va être validée, qui doit être validée dans un délai de 90 jours par la Commission d'accès à l'information, qui est notre chien de garde, si je puis dire, en matière de vie privée, tout en sachant que on a entendu la présidente il y a quelques jours qui disait « c'est bien beau tout ça, mais je n'ai pas les moyens ». Même chose en matière de recherche, pareil, il y a des ententes écrites qui peuvent être faites. On peut faire aussi une évaluation de facteurs relatifs à la vie privée, une sorte comme disait les Chinois, un PIA, un Privacy Impact Assessment, où on va évaluer, il va y avoir une documentation interne qui est faite par une entreprise et celle-ci va être évaluée par une tierce partie pour juger, pour jauger de sa qualité. Et un exemple que je trouve particulièrement intéressant, parce que très explicite aussi, en matière, une autre disposition, l'article 109, mais peu importe, on dit, quand on veut anonymiser des données, eh ben, il faut que cette manière de faire, le cadre choisi par l'entreprise, par le ministère et l'organisme, doit suivre soit les meilleures pratiques, soit des règlements faits par le gouvernement. Or, cette loi a été adoptée, sera en application en septembre 2023. Je vous parie un peu d'argent qu'en 2023, on n'aura aucun règlement de la part du gouvernement, parce que sur les questions du numérique, il nous a fait preuve d'une application assez modérée à élaborer des textes. Et donc, on risque d'aller vers les meilleures pratiques qui existent déjà. Il y a des normes ISO, il y a des normes NIST, par exemple,
pour moi cet organisme-là qui élabore. Mais donc, de plus en plus, et même au-delà de la loi, on demande donc de faire des documentations internes, des équivalents, des évaluations de facteurs de risque pour montrer la diligence, pour rassurer ses étudiants, pour être en bout de ligne mieux à même d'identifier les risques et les solutions. Donc, voici le millefeuille en fait normatif, là, pour prendre une expression que j'aime bien. On a des lois en haut qui font référence aux meilleures pratiques qui réfèrent à des normes internes, que j'appelle individuelles, qui doivent être suivies par les entreprises ou les ministères et organismes. Alors, on l'a vu, les normes formelles, soit loi, soit règlement, sont excessivement minimalistes. Les normes communautaires, Pascal Lehoul l'a mentionné, il y en a des centaines, et le professeur Jobin en identifie un certain nombre, mais il y en a souvent d'autres auteurs parlent de 200, 300, 400 normes informelles juste dans le domaine de l'IA qui existent à travers le monde. Alors, ce sont des règles qui, malgré tout, très basées sur l'éthique, restent assez difficiles à implémenter sur le plan concret. Et à cet égard-là, si besoin était, avec des chercheurs de l'Obvia, justement. Je pense à Céline Casté-Renard, Karim Beniclef, Per-Luc Desiel, j'espère n'avoir oublié personne. Ben, on a, je dirais, mis avec une couleur peut-être un peu trop juridico-centrée, mais certains principes, pas si éloignés d'ailleurs d'autres principes comme Déclaration de Montréal ou autres. En troisième lieu, la base du millefeuille, vous avez les normes individuelles, les documentations internes, les politiques, les mesures suivies par les entreprises, les ministères et organismes. Et c'est là-dessus qu'avec Nicolas, on a tenté d'intervenir pour tenter de densifier ce modèle en proposant justement un modèle qui pourrait être suivi par les entreprises. Si je peux me permettre aussi, les entreprises, beaucoup n'ont pas les moyens de se payer des bureaux d'avocats à 600 ou 700 $ de l'heure pour certains, pour des questions comme celle-ci. Donc, il y a une vraie difficulté, il y a un vrai intérêt de rendre disponibles des cadres que ces PME pourraient mettre un peu à leurs mains, si je puis dire, pour densifier, encore une fois, leurs obligations. Alors, pour tenter, en écoutant Pascal, je ne suis pas sûr que j'avais une méthode telle qu'elle l'entend. Alors peut-être que, encore une fois, c'est un peu spontané notre démarche, mais la première démarche qu'on a eue, nous, c'est de comparer. Et effectivement, il y avait déjà un modèle qui a été proposé en Europe sur la base du règlement européen, ce qu'on appelle communément le RGPD. Il y avait déjà un modèle donc, fait par des auteurs, des chercheurs belges. Et c'était un document dont on s'est servi, qui était très utile pour nous, sauf que le RGPD ne s'applique pas en Amérique du Nord, même s'il y a des dispositions qui s'appliquent, même si le PL 64, la loi québécoise s'est beaucoup inspirée du RGPD, et je crois quand même qu'en matière de vie privée notamment, et à d'autres égards, en matière de sécurité aussi, il y a des différences culturelles qui peuvent exister entre le Canada, le Québec et l'Europe, la France, l'Allemagne. Donc, il était important, je pense, d'avoir cette vision plus propre à notre juridiction. Également aussi, le RGPD est basé, même s'il y a une définition assez englobante des libertés fondamentales, enfin, la vie privée est considérée comme une liberté fondamentale, mais je pense que c'est important de penser grand, pour prendre une expression d'un film que certains aimeront ou aimeront pas, mais c'est important de regarder l'IA au-delà des seules questions de vie privée, donc de ne pas se limiter simplement au RGPD, et en l'occurrence pour nous au projet de loi 64, et regarder ça aussi en termes de discrimination, ou regarder ça en termes d'autres libertés fondamentales qui sont susceptibles de s'appliquer. Donc, il est important d'une part de comparer avec l'ailleurs, mais aussi, je pense qu'il est important d'insuffler du rapport collectif dans une norme que j'ai à dessein voulu qualifier de norme individuelle. Documentation interne. Je pense que c'est important de tenter d'avoir un regard collectif sur cette norme-là. Donc, d'où l'intérêt de ce texte-là qui se veut encore une fois un texte martyr, c'est une version 0.1. Et ça correspond beaucoup en fait à une notion que j'ai eu l'occasion de travailler dans le cadre de ma thèse, là, que j'ai fini
il y a pas plus de 20 ans maintenant, sur la notion de lex electronica, qui est un néologisme qui se basait sur la lex mercatoria qui elle-même originait de manières de faire en dehors des lois étatiques, soit dans les Flandres, soit dans les républiques italiennes au, au bas Moyen Âge, donc à partir du 12e siècle, et où on se rendait compte, en fait, sur la manière d'élaborer ces normes-là, il y avait effectivement des réflexes collectivisants où on tenait compte, en fait, de groupes d'intérêts en cause liés à ces règles-là. Donc, je pense que c'est important de collectiviser cette démarche-là dans le cadre de encore une fois, ce troisième étage ou ce premier étage, là, dépendamment de comment vous le regardez, de millefeuille normatif. Alors voilà pour le pourquoi. Maintenant, je vais laisser la parole à Maître Nicolas Aubin, donc, qui a beaucoup travaillé, là, plus que moi d'ailleurs, sur l'intégration des principes que l'on a pu voir dans plusieurs centaines de textes et tenter de les inclure dans un document qui pourrait être suivi par une entreprise ou un ministère et organisme. Nicolas. Oui, bonjour. Écoutez, puisque j'ai déjà été présenté, je serai très bref sur ce sujet. Comme il a été mentionné, je suis avocat, j'ai été assermenté en 2018 et je suis présentement étudiant candidat à la maîtrise en droit des technologies de l'information à l'UDM et mon mémoire touche exactement le sujet des évaluations de facteurs à vie privée. Donc, moi, j'ai comme rôle aujourd'hui de vous, en fait, de vous introduire à notre modèle d'évaluation des facteurs de la circulation des données. Cependant, avant de pouvoir rentrer véritablement dans le fond du modèle, je dois explorer avec vous ce qu'est une évaluation des facteurs à la vie privée parce que, premièrement, pas tout le monde connaît c'est quoi. Deuxièmement, je vais vous en présentant ça, je vais pouvoir vous insuffler quelle est l'utilité de notre modèle pour vous et quelles étaient nos motivations quand on l'a réalisé. Donc, il faut comprendre, vous pouvez changer? Oui, encore. OK. Donc, il faut comprendre en fait que les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée sont un outil qui est assez présent dans le projet de loi 64 qui a été adopté en automne dernier. Le projet de loi réclame de réaliser des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée très souvent. On parle de communication à l'extérieur du Québec, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée doit être réalisée. On parle de développement ou de refonte d'un système d'information et de prestations électroniques qui utilise des renseignements personnels. Donc, très souvent, à toute fin pratique, dès que vous modifiez un système d'informatique qui utilise des renseignements personnels, il va falloir créer une FVP. Le problème maintenant, c'est que la loi ne va pas définir très en détail ce qu'elle entend par évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et ce qu'elle attend en fait que les acteurs privés fassent comme démarche dans leur démarche de rédaction d'évaluation. Donc, en grosso modo, si je pouvais vraiment simplifier l'outil, c'est que l'outil, c'est une démarche. C'est une démarche qui va poursuivre trois principaux objectifs. Donc, elle va chercher, d'une part, à s'assurer qu'un projet qui utilise des renseignements personnels va être conforme à la loi, à identifier des risques d'atteinte à la vie privée qui sont présentés par le projet et finalement à identifier des stratégies et des mesures de protection pour éviter que les risques ne se manifestent ou pour en réduire les impacts. Je change pour ça. Oui. Mais en même temps, vous avez probablement constaté en fait que je donne beaucoup d'informations sur les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Pourtant, notre modèle ne s'intitule pas ainsi. Il s'intitule Évaluation des facteurs relatifs à la circulation des données. La raison pourquoi, en fait, on l'a intitulé ainsi, c'est que notre modèle, on voulait qu'il concerne l'intelligence artificielle. Donc, c'est à toute fin pratique une EFVP. Cependant, elle va contenir une certaine, si je pourrais dire, spécificité à l'égard des systèmes d'intelligence artificielle. Il peut être utilisé à d'autres fins, mais on voulait vraiment se concentrer sur ces systèmes-là.
Or, comme il a été maintes fois présenté aujourd'hui, les systèmes d'intelligence artificielle présentent des enjeux et des défis qui dépassent grandement le simple respect de la vie privée. Pour ne citer qu'un exemple, par exemple, il y a beaucoup de craintes présentement que les systèmes d'intelligence artificielle vont renforcer des stéréotypes, renforcer des traitements qui pourraient être considérés comme discriminatoires à l'égard de certains groupes. Donc, ça n'est pas lié à la vie privée. Et afin d'illustrer que le fait que notre modèle englobe ces différents respects de principes, eh bien, nous avons changé de titre pour évaluation des facteurs relatifs à la circulation des données. Donc, maintenant, je vais explorer succinctement le modèle avec vous. Je dis succinctement et je souligne le terme 3 fois parce que c'est un bon modèle. Je n'ai pas le temps d'aller en détail avec vous pour son évaluation. Il fait plus de 100 pages. On a créé une annexe qui est encore plus longue. Donc, malheureusement, je ne pourrai rentrer en détail dans ma présentation. Par contre, le modèle est disponible sur l'Internet gratuitement. Il y a eu un lien dans le chat qui a été lancé justement à cet effet. Donc, notre modèle, en fait, va demander aux évaluateurs qui procèdent, qui utilisent le modèle, de s'assurer du respect à 7 différents principes que vous voyez à l'écran. Dans cette évaluation-là, on va surtout demander 3 choses aux personnes qui évaluent. Donc, d'une part, de s'assurer que les principes, les normes et les obligations qui sont présentes dans la loi québécoise qui sont relatives à ces principes-là soient respectés par le projet. D'autre part, d'identifier les risques que présente le projet. Et finalement, de présenter des recommandations de mesures et de stratégies qui visent à contrecarrer les risques identifiés. Donc, pour la suite de la présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais passer très succinctement sur chacun des principes pour vous détailler plus ou moins c'est quoi. Donc, le principe de la responsabilité, en fait, qui est notre premier principe, c'est surtout de s'assurer que la structure interne de l'entreprise puisse répondre aux risques qui vont être identifiés tout le long de l'FVP. Et on va faire cela surtout en analysant 2 phénomènes. En fait, en premier lieu, on va analyser si des politiques et pratiques de gouvernance qui touchent les renseignements personnels qui sont en place dans l'entreprise respectent le cadre législatif, mais également s'assurer qu'il y a un responsable de la protection des renseignements personnels qui comprend son rôle, est au courant qu'il détient ce rôle, possède des connaissances requises pour remplir son rôle et surtout possède l'autorité à l'intérieur de l'organisation pour remplir les différentes obligations que lui impose la loi. Notre second principe maintenant est celui de la justification sociale. Très, très brièvement, la justification sociale est probablement le principe dont l'évaluation est la plus longue. Et ça s'explique en partie parce qu'on cherche à évaluer 2 types de justification. D'une part, on cherche à justifier le projet dans son ensemble et d'autre part, à justifier chacune des opérations qui vont être prévues et qui vont toucher un traitement sur les renseignements personnels utilisés lors du projet. Donc, sur la justification du projet dans son ensemble, c'est très simple. Il faut s'assurer en fait que le projet poursuit des objectifs qui sont légitimes et qui répondent à des problématiques qui sont réelles. Ensuite, il va falloir identifier si les bénéfices qui pourraient être retirés de ce projet et de ces différents objectifs sont proportionnés aux risques qui vont être identifiés tout le long de l'évaluation. Pour ce qui est de la justification sociale en lien avec les opérations, il faut comprendre que la loi québécoise prévoit différentes obligations qui se rattachent à des opérations particulières utilisées, qui touchent les différentes données personnelles qui vont être soit collectées, soit utilisées, soit communiquées, etc. Donc, ce que notre modèle fait, c'est qu'il présente ces différentes obligations et invite les évaluateurs à s'assurer que chacune des obligations qui sont, par exemple, si on collecte un renseignement personnel
Il convient de s'assurer qu'il y ait des fins qui sont déterminées avant la collecte. Donc, il faut déterminer c'est quoi l'objectif que sous-tend la collecte du renseignement personnel. Il faut que cette collecte soit nécessaire. Si on veut l'utiliser, il va falloir que cette utilisation poursuive les fins qui ont été déterminées et déclarées à la personne concernée, etc., etc., etc. Il y a beaucoup d'exceptions qui sont prévues par la loi à ces différentes normes. Et il y a beaucoup trop de normes pour que je puisse les explorer toutes avec vous aujourd'hui. Ce qu'il convient de comprendre pour le moment, c'est que chacune de ces opérations-là comprend des normes spécifiques et que notre modèle va les identifier, plusieurs d'entre elles, afin qu'elles puissent être respectées par l'entreprise. Le principe de la transparence, je vais faire très bref, c'est assez simple, le principe de la transparence, c'est que la loi impose d'offrir certaines informations aux personnes concernées par les renseignements personnels. Et donc, plusieurs obligations, plusieurs renseignements de ce type sont présentés à l'écran. Encore une fois, il y en a beaucoup trop pour que je puisse toutes les étayer aujourd'hui, mais en fait, c'est juste de s'assurer que ces informations-là soient communiquées et qu'elles soient communiquées de la bonne manière. La sécurité, maintenant, encore une fois, je vais passer très brièvement sur le principe parce que la sécurité est probablement ce que la plupart des gens pensent initialement quand on pense de protection des renseignements personnels. Il s'agit de protéger ces renseignements-là contre des accès non autorisés, contre des utilisations qui pourraient être faites par des tiers qui n'ont pas été autorisés à accéder aux renseignements, etc., etc., etc. Bref, il s'agit surtout, mais pas uniquement, de se protéger contre les menaces qui sont à l'externe, donc par exemple des hackers qui veulent accéder aux données ou le crime organisé qui envoie un rançongiciel, et des menaces internes qui pourraient contrecarrer les différentes politiques de gouvernance des renseignements personnels. Par exemple, si un employé accède à des renseignements dont ils n'ont pas besoin et finit par les revendre à des tiers plus malveillants. Le principe d'explicabilité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une des principales craintes qui touchent les systèmes d'intelligence artificielle, c'est le fait qu'elles sont très difficilement explicables. En fait, certains systèmes d'intelligence artificielle sont qualifiés de boîtes noires dans la littérature. Cela signifie que même leurs développeurs, même leurs utilisateurs vont être incapables d'identifier avec précision le comportement et le traitement d'intelligence artificielle et d'être capable de prédire son comportement. Donc, nous proposons plusieurs mesures, donc d'assurer une traçabilité des données, etc. Mais pour ce qui est de la loi, elle est assez maigre à ce sujet, malheureusement. En fait, elle prévoit des obligations liées aux décisions qui sont prises par des traitements exclusivement automatisés. Il faut donner certaines informations. Certaines d'entre elles sont présentes dans la diapositive présentement. Ce qu'il convient de comprendre, par contre, c'est que c'est très limitatif. Très rapidement, après l'adoption du projet de loi 64, un communiqué dans le gouvernement québécois est très clairement identifié que, par exemple, les outils d'aide à la décision, on en parlait tout à l'heure, ne constitueraient pas des décisions, des traitements exclusivement automatisés pour la simple et bonne raison que ce n'est pas une décision qui est prise par l'outil d'aide à la décision puisqu'un humain va ratifier par la suite. Même chose pour exclusivement automatiser. Dès qu'il y a un humain dans la chaîne de décision, dans le traitement en tant que tel, que cet humain-là a une autorité qui peut toucher et influencer la décision qui est prise, que cette autorité-là ne soit pas que cosmétique, eh bien, les obligations qui sont présentes à l'écran ne vont pas toujours s'appliquer. Finalement, il y a en fait, il m'en reste deux. Il y a le principe d'exactitude qui est très simple. Il s'agit de s'assurer que les renseignements personnels qui sont utilisés soient d'une part exacts et d'autre part qu'ils ne soient pas désuets. Et on va s'assurer de ça en conférant notamment deux droits aux personnes concernées par les renseignements. On va s'assurer d'une part que ces personnes peuvent rectifier leurs renseignements personnels s'ils ne sont pas exacts ou désuets. Et on va s'assurer d'offrir un droit à la révision
Donc, s'il y a des décisions qui sont basées sur des traitements exclusivement automatisés qui les concernent, alors les personnes concernées vont devoir, il faut leur conférer un droit qui leur permette de réviser leurs décisions si celles-ci se basaient, par exemple, sur des renseignements personnels qui étaient désuets ou inexacts. Finalement, le principe de non-discrimination. Légalement parlant, c'est relativement simple. La Charte québécoise, malgré le projet de loi 64, s'applique toujours. Et il s'agit de s'assurer que les traitements faits par des systèmes d'intelligence artificielle ne soient pas discriminatoires. Donc, il ne va pas favoriser certains membres de groupes au détriment d'autres. C'est un principe qui, sur papier, peut sembler simple à respecter. Dans les faits, c'est un des plus complexes. D'une part, parce que il y a beaucoup de conceptions d'équité et de non-discrimination dans la littérature, et s'assurer qu'une interprétation d'équité le remporte sur une autre, en fait, de s'assurer qu'on respecte une certaine vision d'équité peut impliquer, mathématiquement parlant, qu'on n'en respecte pas une autre. Donc, c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place en tant que tel. Une autre difficulté qu'il y a avec ce principe-là, c'est qu'il rentre souvent en conflit avec d'autres principes. Par exemple, si vous voulez détecter que une intelligence artificielle ne produit pas des résultats qui sont discriminatoires à l'égard de minorités visibles, il va peut-être l'entreprise devra peut-être devoir prendre des renseignements personnels qui sont par nature sensibles, comme la couleur de peau. Or, la collecte de tels renseignements présente des défis au niveau de la sécurité, des mesures de sécurité qui devront être mises en place pour empêcher l'accès non autorisé à ces renseignements-là devront être renforcés en conséquence. Je reprends le contrôle pour la conclusion, en fait, qui sera très simple et très rapide parce que je pense qu'on est rendu à peu près à notre temps. En vous remerciant de votre écoute et puis simplement vous dire que dans ce monde d'innovation, du doute, du neuf, je pense qu'il y a deux évidences très simples et l'une d'entre elles, en fait, c'était celle en fait, qui était le sujet de ma conférence d'un autre groupe ACFAS ce matin, c'est le besoin d'une approche collective, d'une approche participative dans ce type de projet-là, dans la mesure où on est tous les deux juristes, Nicolas et moi, et qu'on a besoin donc d'une approche plurielle à cet égard-là. Et également, donc, au-delà du retour, effectivement, donc, d'un besoin de pluridiscipline dans ce domaine qui ne peut pas agir sans ça. Alors voilà, sur le site de la chaire Wilson, vous pourrez trouver le document. Il y a un formulaire qui est à votre disposition. Si jamais vous voyez des commentaires a priori sur ce document-là, on serait évidemment de les intégrer dans les versions au-delà du 0.1, là, qui est celle disponible pour le moment. Merci beaucoup Lise, merci beaucoup Guillaume de nous avoir invités encore une fois et merci pour vos questions.